Monsieur Éric Denessé, bienvenue au balado Idées en évolution. Bonjour à vous. Merci de l'invitation. Un plaisir. Vous êtes docteur en sciences politiques, fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement, mieux connu sous le CF2R. Vous avez fait carrière dans le renseignement militaire ainsi qu'au sein du secteur privé en matière d'intelligence économique. Vous avez également publié plus d'une trentaine d'ouvrages, incluant vos deux derniers en 2024, Renseignement et espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale aux éditions Ellipse, ainsi que La guerre russo-ukrainienne, réalité et enseignement d'un conflit de haute intensité chez CF2R, donc Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce qu'il me manque quelque chose dans votre biographie? Non, en résumé, c'est parfait, c'est tout à fait ça. Avant toute chose, pouvez-vous décrire ce qu'est le Centre français de recherche sur le renseignement, en particulier pour notre audience québécoise qui est peut-être moins familière avec ce centre de recherche? Oui, c'est un centre de recherche que nous avons créé en 2000. Nous avions créé l'année précédente, en 1999, une première revue consacrée au renseignement opérations spéciales, parce que nous observions qu'il y avait un déficit de culture du renseignement en France et plus largement dans le monde francophone quand on compare au monde anglo-saxon. Et on avait vu que dans les années 80, les Américains avaient commencé à créer les Intelligence Studies, puis dans les années 90, les Britanniques ont pris la suite. Et pour ceux qui, comme moi, venaient du renseignement, avaient connu les difficultés de convaincre des autorités politiques, des ministres, des chefs militaires de l'importance du renseignement, nous réfléchissions à voir comment nous pouvions justement être utiles et changer cet état de choses. Donc en 1999, on crée la revue. En 2000, on décide de créer le centre. En 2001, à toute chose, malheur est bon, les attentats du 11 septembre, finalement, ont projeté le centre, le renseignement au premier rang de la lutte antiterroriste, et ça nous a bien sûr beaucoup aidé à décoller. Et c'est vrai que nous avons un objectif qui est triple, c'est améliorer la culture du renseignement en France, aussi bien chez les adolescents, auprès des médias, mais c'est également être conseiller, être les parties prenantes aux politiques publiques, parce que en tout cas jusqu'à ces dernières années, les hommes politiques, les élites françaises étaient très peu sensibilisées à ça. Et puis c'est aussi sensibiliser le monde universitaire et le monde des entreprises à ce que c'est que le renseignement, faire en sorte qu'il soit enseigné et pris en compte dans les entreprises aussi, sous la forme de l'intelligence économique. Justement, avant de passer à la géopolitique, vous agissez justement dans le domaine de l'intelligence économique, là, c'est-à-dire, vous me corrigerez si je me trompe, la sphère des affrontements géoéconomiques entre les États ainsi que la concurrence entre les sociétés et entreprises. Je vous cite ici, là, vous avez écrit « Depuis 1991, l'effondrement de l'URSS, fin de la guerre froide, on assiste au transfert de la conflictualité internationale du champ militaro-idéologique vers le champ économique et culturel. Les affrontements entre les États sont aujourd'hui essentiellement de nature commerciale et tournent autour de l'exportation d'un modèle de société au sens large. » J'aimerais vous poser la question, qui a gagné cet affrontement sur les 35 dernières années? L'affrontement géoéconomique, bien sûr. C'est un affrontement dans lequel il y a des gagnants et des perdants. Force est de constater que ce sont nos amis américains qui dominent le jeu en la matière, à moindre degré les Chinois. Mais ce qui est très intéressant et qui me semble important d'expliquer aussi aux éditeurs, c'est que quand on parle d'intelligence économique, qui est une mauvaise traduction de l'anglais d'une certaine manière, puisque si on fait une traduction littérale, on devrait parler de renseignement économique ou de renseignement d'affaires, les gens confondent trop souvent le renseignement et l'espionnage. Et ce que nous transposons aujourd'hui dans l'entreprise, ce ne sont pas des pratiques illégales ici, comme la manipulation, le chantage et la pose des coudes et les cambriolages. Je ne vous dirai pas que ça n'existe pas, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les méthodes de travail, la façon d'aborder les problèmes qui sont issus du monde du renseignement, parce que le monde du renseignement travaille une grande partie du temps sur des sources ouvertes ou sur des méthodes qui ne sont pas illégales, et c'est ça qu'on transpose dans l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit que les acteurs économiques, en tout cas en Europe continentale et en France en particulier, ont été beaucoup plus lents à comprendre les nouvelles règles des échanges que le monde anglo-saxon, où on a vu se développer bien avant que l'Europe occidentale ne fasse des sociétés de business intelligence ou de competitive intelligence qui ont été extrêmement efficaces et agressives. Et aujourd'hui, voilà, on a essayé de rétablir chacun à notre niveau, dans nos pays respectifs, ce genre de méthode. Et d'ailleurs, je publierai l'année prochaine un ouvrage sur les méthodes de guerre économique,
que nous avons pu observer avec mon équipe depuis une trentaine d'années que nous sommes dans le métier, qui sont soit des techniques de captation de l'information dans les entreprises, soit des techniques de pénétration ou de conditionnement de marché, et aussi bien sûr des techniques de déstabilisation concurrentielle. C'est vraiment une des conséquences de l'hyperconcurrence et de l'hypercompétitivité qui amène les acteurs économiques à finalement à faire appel à des pratiques de renseignement et pas de l'espionnage, j'insiste bien, pour survivre ou se développer dans un monde de plus en plus conflictuel et concurrentiel. Et justement, ce monde conflictuel, est-ce qu'on passe la concurrence géoéconomique à la concurrence ou peut-être même le conflit géopolitique, et je pense particulièrement aux États-Unis et la Chine ici? Est-ce qu'on est dans une phase de transition où tout ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide était de nature économique, là, pour faire court, alors que là, aujourd'hui, on voit que les choses, disons, se corsent et se transforment en conflit qu'on pourrait dire kinétique, comme certains diraient? Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait juste dans ce que vous dites, même si moi j'ai plus de mal à le caractériser. Là où je vous rejoins, c'est qu'on sort d'une période de transition qui a commencé au moment de la chute de l'Union soviétique dans les années 90 et qui a pris fin avec l'invasion russe en Ukraine en 2022. Je pense que ces 30 années-là ont été une période finalement un peu de flottement et qu'on revient à des choses un peu plus classiques en matière de relations internationales. Et ces 30 années ont été à la fois caractérisées par le retour du rôle de l'économie comme principal motif d'opposition entre les nations, et bien sûr entre les entreprises aussi, mais ça a été également la grande période de lutte antiterroriste, c'est aussi la grande période d'hégémonie américaine. Donc, vous voyez, il y a 3-4 facteurs qui permettent de la caractériser. Et sans doute, nous entrons-nous depuis 2022 dans une nouvelle période dont on pourra déterminer finalement les caractères principaux dans quelques années. Si vous aviez à donner un conseil à un chef d'entreprise pour naviguer les prochaines années, prochaines décennies? Surtout ne pas faire preuve de naïveté, de ne pas croire que la loi de l'offre et la demande s'applique, parce qu'elle s'applique encore moins que pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, la concurrence entre les pays occidentaux était une concurrence régulée. Tous les coups n'étaient pas permis. Les entreprises américaines ne venaient pas torpiller les entreprises françaises en Afrique et ainsi de suite. Depuis la fin de la guerre froide, à partir du moment où il n'y avait plus de, c'était la période de la mondialisation aussi, il n'y avait plus de frontières, où les enjeux était d'abord économique, mais aussi en matière de ressources et de technologies. Il y a vraiment une compétition débridée qui s'est déclenchée, et tous ceux qui n'ont pas conscience que la loi de l'offre et de la demande ne s'applique pas, qui n'ont pas compris qu'il fallait avoir à la fois un système de renseignement et de sécurité, en plus des autres capacités de l'entreprise, toujours continuer à bien savoir gérer les hommes, les ressources, les matériels, produire, faire de la compliance, de la qualité. Mais en plus de ça, il faut faire du renseignement et de la sécurité. Eh bien, ceux qui ne font pas ça, malheureusement, il y a grande chance que leur avenir soit plus qu'incertain. Parfait. Passons donc à la géopolitique. Je vais faire un résumé là, des 30 années depuis la fin de la guerre froide. On a assisté à l'éclatement de la Yougoslavie, l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie, la montée de ce qu'on a appelé la Pax Americana ou la paix américaine, la montée en puissance de la Chine, les ambitions révisionnistes de celle-ci, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On peut ajouter à ceci une guerre de 20 ans contre la terreur ici, là, entre guillemets, suivant les attaques du 11 septembre et contre Al-Qaïda en Afghanistan notamment, mais en Irak, qui ont été 2 échecs cuisants, maintenant on sait. Les printemps arabes, les guerres civiles qui en ont suivi, en Libye, en Syrie, en Irak, sans oublier la montée de l'islamisme en Égypte et bien sûr Daesh en particulier. Et finalement, nous avons assisté à la montée du populisme aux États-Unis, en Europe, incluant le Brexit, sans oublier une escalade de la violence au Moyen-Orient qui est repris de plus belle avec les attaques du 7 octobre. Ma question est simple et complexe. Que nous réservent les prochaines décennies d'un point de vue géopolitique? Avons-nous atteint un sommet des tensions ou est-ce que c'est l'inverse? Ça devrait augmenter. S'il va y avoir une recrudescence des conflits à partir du moment présent, si on peut dire. Alors, je vais vous prendre de 2 façons. La première, elle va vous dérouter, mais c'est que quand on fait du renseignement, on ne fait pas de prospective et de prévision. C'est-à-dire que on se base sur l'analyse des faits, on regarde ce qui se passe, on essaie d'en tirer quelques éléments d'aide à la décision pour des dirigeants politiques ou économiques. Il nous arrive de faire quelques projections sur quelques mois, effectivement dire ce que sera l'avenir. Pour moi, c'est de l'astrologie, donc je ne m'engagerai pas dans cette voie.
Sur le reste, on voit bien sûr qu'il y a un certain nombre de lignes de force qui se dessinent. Là, c'est plus, ça relève plus de l'analyse géopolitique. Et de toute façon, je crois qu'on ne prend pas le grand risque. Les affrontements entre les nations dans les relations internationales ont toujours existé dans l'histoire et continueront toujours. Même si je pense qu'on va plus vers un monde multilatéral qui devrait peut-être passer quelques années difficiles que nous avons devant nous, arriver à une forme d'équilibre, en tout cas je le souhaite, qui soit plus comment dire plus positif pour la planète sur laquelle nous vivons. Quand vous dites multilatéral, vous pensez à multipolaire, dans le sens où on reviendrait à une Oui, structure oui, vous avez raison. internationale. Absolument. Le mot multipolaire est plus juste. Mais c'est vrai que le multilatéralisme est le type de relation qui découle de comment dire, d'un système multipolaire qui se dessine aujourd'hui. Alors, parce qu'il n'est pas bipolaire. C'est l'intérêt de regarder comment fonctionnent les BRICS, comment fonctionnent les relations sino-russes. Autant il y a un camp uni global à peu près homogène dans le monde occidental, entre bien sûr les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Autant je dirais le monde des BRICS, c'est un monde qui est beaucoup plus hétérogène, mais qui a des intérêts communs, qui a compris qu'il ne s'alignent pas tous derrière un acteur qui pourrait être la Chine ou la Russie. C'est quelque chose de beaucoup plus pondéré, de plus équilibré que le camp occidental. D'accord. Peut-être, dernière question à propos de justement ce monde multipolaire. La dernière fois qu'on a eu un monde multipolaire, ça a été juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait inclure la première, en fait. Ça pourrait faire craindre, non? Qu'on sait ce qui s'est passé par la suite. Oui, je ne pense pas que je suis pas tellement sur cette comparaison parce que l'équilibre des forces n'était pas les mêmes. La connexion entre les États, de l'internationalisation de l'économie, des échanges, des communications, des transports étaient très différentes. Non, enfin, comment dire, vous posez une colle, j'ai pas réfléchi à ça, mais je suis pas, j'aurais tendance, voilà, cette comparaison me convainc à moitié. Parfait. La guerre en Ukraine, maintenant, dure depuis plus de 2 ans et demi. Vous avez commenté sur la chose amplement. Mais d'un point de vue opération de renseignement, il semblerait que le conflit soit devenu une sorte de, je cite ici, le laboratoire de guerre de l'intelligence artificielle, d'après un article du Time Magazine. Alex Karp, que vous connaissez peut-être, le PDG de l'entreprise américaine Palantir Technology, une entreprise qui est spécialisée dans la collecte, traitement et analyse de renseignements par l'intelligence artificielle, assez secrète quand même comme entreprise. On en sait relativement peu sur leurs opérations dans le détail. Mais M. Karp, le PDG, ne cache pas que son entreprise offre ses services gratuitement au gouvernement ukrainien dans ce conflit, en espérant bien sûr faire peser la balance en faveur des Ukrainiens. Est-ce qu'on assiste à une évolution majeure de la guerre, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle et au sein des opérations de renseignement en Ukraine en ce moment, ce qui pourrait, dans la prochaine guerre, être un élément majeur, encore une fois? Écoutez, là, je pense que le patron de Palantir, bien sûr, prêche pour sa paroisse parce que il y a une évolution, mais je ne vois pas une révolution majeure en matière de renseignement. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle elle-même ne va fonctionner qu'à partir des capteurs qui existent. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie évolution du renseignement technique qui occupe une place de plus en plus importante. Mais l'intelligence artificielle et des structures comme Palantir ne fonctionnent que parce qu'il y a des sources ouvertes, les images qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, les bases de données, la presse, et puis elle va aussi intégrer tout ce que vont capter les drones, les satellites, les moyens d'interception électronique, cybernétique, le hacking. Donc l'intelligence artificielle accélère tout ça, elle permet de fusionner des données beaucoup plus rapidement, elle permet de faciliter le travail des analystes en faisant des rapprochements, on va dire des processing qui permet de gagner du temps. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui, au sens propre, révolutionne le champ de bataille. On le voit sur le plan militaire, comme on le voit d'ailleurs sur le plan économique. C'est un avantage majeur, qui est très important. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a en amont de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, dans un monde numérique, elle occupe une place de plus en plus importante. Mais je dirais le commun des mortels ne peut pas arriver au même niveau s'il n'y a pas les moyens militaires qui aujourd'hui peuvent être sont intégrés dans tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. Et puis, dernier point, l'intelligence artificielle n'a aucune utilité quand il s'agit de pénétrer des cercles de décision adverses, qu'on veuille aller ou au Kremlin ou à Kiev. À un moment donné, il faut toujours des femmes ou des hommes pour jouer les genres d'infiltration. Voilà. Et ça, c'est le plus vieux métier du monde. Et ça me restera encore, je pense, pendant très longtemps.
Deux discours diamétralement opposés sont présents dans l'espace public en ce qui a trait à la guerre en Ukraine. Le premier, je généralise ici, il me dit que la Russie est défaite ou va être défaite. Et le deuxième, l'inverse, dit que l'Ukraine ne peut pas gagner, sera défaite de façon imminente. De toute évidence, il y a une campagne de propagande des deux côtés. Comment est-ce qu'on fait pour départir le vrai du faux en ce moment, en ce qui a trait à la guerre en Ukraine? Écoutez, c'est une vraie question. Alors, pour moi, il y a deux réponses. La première, c'est l'objectivité. Et la seconde, c'est travailler de manière factuelle. Ce que j'entends par objectivité, c'est que il nous faut être le plus neutre possible quand nous considérons une situation comme la guerre d'Ukraine. Moi, je tiens à en témoigner. J'ai été jeune officier de renseignement pendant la guerre froide, donc je mesurais pleinement le danger que représentait l'Union soviétique, l'exportation de la dictature, le prolétariat, l'infiltration des partis communistes, la subversion à laquelle nos pays occidentaux étaient touchés. Donc tout ça était une réalité. On connaissait la très grande puissance du KGB, du GRU, du Comintern. Voilà. Ça, il faut le reconnaître, c'était un danger et Dieu merci, avec l'aide des États-Unis, nous avons pu faire en sorte que finalement l'Union soviétique s'écroule sur elle-même. Maintenant, si on veut rester objectif, il faut aussi reconnaître que depuis la fin de la guerre froide, cette Russie qui a succédé à l'Union soviétique a été totalement bafouée. Et il ne s'agit pas d'aimer la Russie ou de la détester, il ne s'agit pas d'aimer ou de détester Poutine, mais en tant qu'analyste, force est de constater que nous n'avons en permanence menti aux Russes, que nous avons refusé toutes leurs propositions et que nous avons cessé de les berner. Ça s'est accéléré depuis 2014, bien sûr, avec le coup d'État de Maïdan. Je rappelle que le président Yanukovych avait été élu légalement avec des observateurs de l'OSCE sur place et donc que son renversement à un an des présidentielles est bel et bien un coup d'État. Le renversement d'un président élu démocratiquement, ça s'appelle un coup d'État. Voilà, on a essayé de nous présenter ça comme une révolution orange. On sait très bien le rôle qu'ont joué les Américains. Donc, si on fait ce qu'on appelle des positions de perception et qu'on se met à la place russe, eh bien, je dois avouer que même si on est d'accord avec eux, il faut reconnaître que pendant 30 ans, exactement pendant 20 ans, ils n'ont cessé de voir leurs propositions rejetées d'un revers de main de la part des Américains. Ils n'ont cessé de voir une avancée de l'OTAN sur leurs frontières. Et moi, je garde le sentiment extrêmement fort que tout a été fait pour les pousser à intervenir, pour qu'ils se retrouvent en position d'agresseur. Mais ce conflit aurait dû être évité si les Américains, parce que on dit souvent l'Occident, mais ce sont d'abord les Américains, avaient voulu le faire parce que ce sont eux qui ont, à mon sens, très nettement poussé au conflit. Alors ça, c'est pour la partie objectivité. Alors on ne peut pas être d'accord avec moi, mais je crois que si on avait le temps, il faudrait reprendre toutes les propositions et toutes les décisions qui ont été faites depuis 1990 par Moscou et qui ont été refusées par les États-Unis. Il y a toute une série de lignes rouges qui ont été franchies. Les Russes sont prévenus à chaque fois et les Américains l'ont compris et ils ont tout fait pour déclencher une intervention. Sur la partie factuelle, alors là, c'est plus compliqué parce que, effectivement, quand un conflit comme celui-ci existe, on sait très bien que la vérité est la première des victimes. On observe plusieurs choses. Effectivement, je dirais un matraquage médiatique dans un suivi côté occidental, parce qu'on a décidé de soutenir l'Ukraine et que tout le monde, je dirais, a suivi la politique américaine. Donc là, c'est très difficile d'y trouver de l'objectivité. Je dois avouer qu'il y a malgré tout plus d'objectivité dans les journaux américains que nous consultons régulièrement que dans la presse française, qui est d'une partialité absolument grotesque, comme si on était comme si on voulait plaire à tout prix à Washington. Nos positions sont parfois plus excessives. Le reste de la presse européenne est à peu près du même niveau, que parfois moins partial que la presse française. Côté russe, on mesure pleinement que dès le conflit, les Russes ont compris qu'ils ne gagneraient pas la guerre de l'information contre l'Occident. Donc, ils ont cessé d'essayer de faire de l'influence sur les populations et sur les opinions occidentales. Par contre, ils le font sur leur propre population et puis ils le font aussi sur les pays du Sud, sur les BRICS. Et donc, on a là aujourd'hui finalement une dichotomie qui est presque encore plus poussée que pendant la guerre froide. D'abord parce que nous avons fait de véritables censures. Tous les médias russes ont été interdits en France. Donc nous ne pouvons pas, si on n'a pas des moyens, comme nous avons dans notre centre, la possibilité d'écouter les médias russes, de lire ce qu'ils disent, que ce soit faux ou vrai. C'est ça qui est intéressant. Mais aussi en écoutant ce que disent les médias arabes, notamment les médias d'Amérique latine. Voilà, on est obligé d'abord d'utiliser des VPN, d'avoir des abonnements spécifiques, de passer par des systèmes d'information divers et variés. Voilà, nous, par exemple, nous travaillons avec les Algériens pour pouvoir recevoir régulièrement un certain nombre d'informations qui viennent de Russie en langue française. On est obligé de faire ça et de comparer ce qui est dit d'un côté et de l'autre. Voilà, ce qui nous amène je l'espère, à avoir une vision un peu moins
moins flou que des analyses qui n'écouteraient que la presse occidentale. Et connaissons-nous vraiment les visées russes dans ce conflit? Ça me semble, à part annexer le Donbass potentiellement, du moins la partie russophone de l'Ukraine, l'objectif semble avoir changé depuis, disons, les premiers jours de l'attaque ou de l'invasion. Oui, les objectifs russes ont en effet changé, pas leur stratégie. Les objectifs russes ont changé parce que ils ne sont pas, et je le répète, pour moi, ils ne sont pas à l'origine de ce conflit, quitte à ce que ce soit choquant. Ils n'ont fait qu'en réaction, et vu que la politique américaine et ukrainienne change en permanence, la politique russe change aussi. Je rappelle que quelques mois avant le début du conflit, ils avaient fait une proposition pour une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui a été rejetée. Donc ils ont, bien sûr, voyant l'armée ukrainienne se renforcer avec le soutien de l'OTAN, ils ont à leur tour massé des troupes en face. Quand ça a été insupportable pour eux, bien sûr, ils ont déclenché cette offensive qui est condamnable. Mais entre nous, je me permets cette digression, tout le monde a condamné l'offensive russe de 2022, à juste titre. Je n'ai pas vu la moitié de condamnation du même niveau concernant l'invasion totalement illégale sur des faux arguments qu'ont conduite les États-Unis en 2003 en Irak. Donc, on est là dans un deux poids deux mesures qui décrédibilise totalement l'Occident. Maintenant, la politique russe, effectivement, elle s'adapte. C'est-à-dire que si fin avril 2022, il y avait eu des négociations, les négociations avaient abouti, on le sait aujourd'hui, à travers toute une série de témoignages, notamment ceux de Naftali Bennett et de certaines personnes de l'entourage de Zelensky, la Russie était prête à rendre tout ou partie des territoires qu'elle avait conquis en quelques semaines. Les Anglais et les Américains ont tout fait pour que ces négociations n'aboutissent pas. Et donc, à partir de ce moment-là, l'objectif russe a changé. On les a, dans leur position, ils considèrent qu'on les a poussés à la guerre. Après, ils essaient de négocier. On refuse de négocier avec eux. Donc, petit à petit, ils se disent, il va falloir que nous conquérions la totalité du Donbass. Et voilà, finalement, chaque fois qu'il y a un durcissement ou un blocage de la part des Occidentaux, vu que les Russes sont, comment dire, impactés par cela, ça les amène à réagir de nouveau et à faire évoluer leur politique. Sinon, sur le plan de la stratégie, il n'y a rien changé. Les Russes, depuis la fin de la guerre froide, veulent vivre en paix. Ils considèrent que c'est une menace existentielle pour eux d'avoir des garnisons et des missiles de l'OTAN à leurs frontières. Et très honnêtement, on peut les comprendre. Je n'ose penser ce que serait la réaction américaine s'il y avait une base chinoise au Mexique ou des missiles russes au Canada. La réaction de Washington serait extrêmement violente, immédiate. Donc, reconnaissons aux Russes, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, d'avoir les mêmes droits et les mêmes préoccupations. Et donc, leur stratégie là-dessus n'a pas changé. La seule chose que nous sommes parvenus à faire, c'est de créer un fossé de plus en plus majeur entre l'Europe continentale et la Russie. Et ça fait le jeu des Américains. Et puis surtout, nous avons jeté littéralement la Russie dans les bras de la Chine, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale et majeure. Ben justement, quelle est la grande stratégie américaine envers la Russie? Est-ce qu'on espère, là, j'extrapole purement, un démantèlement de l'Empire russe? Oui, écoutez, moi j'ai quitté le renseignement avant la fin de la guerre froide, mais un grand nombre de mes camarades, dont certains sont chercheurs au centre, qui sont restés plusieurs années, voilà, avec les contacts que l'on a, dès 90, dans les réunions de travail qui continuaient à exister après la chute de l'Union soviétique, le leitmotiv dans le discours américain, c'était de dire systématiquement, et jusqu'à 2015, 2016, et presque au début des années 2020, c'est-à-dire, nous ne permettrons jamais à la Russie de redevenir une grande puissance. Donc, il n'y a eu aucune volonté de conciliation, de discussion de la part de Washington avec la Russie. Le but était de mettre définitivement à genoux la Russie pour qu'elle ne représente plus un danger. Vu l'état de déliquescence dans lequel était la Russie au moment de la chute de l'Union soviétique, et elle était effectivement très très loin de représenter un danger au-delà des seules armes atomiques. Et donc, ça a toujours été la volonté de Washington avec une deuxième arrière-pensée derrière ça, qui était de se dire, si nous pouvons la démembrer et récupérer et l'intégrer dans le camp occidental, c'est récupérer ses ressources humaines et matérielles dans la prévision d'un futur conflit avec la Chine, tout cela ne sera que bénéfice. Mais malheureusement, comme toujours, les Américains jouent aux apprentis sorciers, ce qu'ils lancent se retourne contre eux et surtout se retourne contre les autres acteurs que sont les acteurs européens. Donc, au début de ce conflit, finalement, on observait ces deux objectifs américains, c'est-à-dire affaiblir la Russie, dès que pouvoir la démanteler, et puis l'entraîner dans une guerre coûteuse, qu'elle soit décrédibilisée aux yeux du monde, et surtout provoquer un découplage entre l'Europe continentale et Moscou, c'est-à-dire principalement l'Allemagne et à un moindre degré la France,
pour être sûr que jamais la Russie puisse continuer à vendre son gaz, à faire des bénéfices et essayer de la mettre à jour. Voilà. Les Américains ont raté le premier objectif. La Russie en sort aujourd'hui grâce au travail qu'a fait Poutine, encore une fois, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, que ce soit comment dire, un homme corrompu, kleptocrate. La question n'est pas là parce que 90% des dirigeants de la planète correspondent malheureusement à ces caractéristiques de Zelensky ou chef d'État africain ou d'autres pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Mais en tout cas, il a réussi depuis 2002 à redresser son pays et c'est aussi pour ça que la stratégie américaine a marché. Par contre, là où les Américains ont totalement réussi dans leur stratégie, c'est le découplage entre l'Europe et la Russie. Et surtout le second point, c'est l'affaiblissement complet des grands pays qui sont à l'origine de la création de l'Union européenne. C'est principalement Allemagne, France et Italie. C'est même un appauvrissement qui a été fait. Tout ça étant pour finalement renforcer la mise américaine et italienne et faire en sorte que le camp occidental soit entièrement fondé, organisé et sur les ordres et sur les impôts de Washington. Mais si je peux me permettre, du côté des élites européennes, on voit à peu près pas comment dire, de résistance à cette stratégie américaine qui semble provincialiser l'Europe face à la puissance américaine. C'est un peu, j'ai envie de dire, étrange. Alors, je voudrais pas que mon propos soit mal interprété. Effectivement, je suis un critique des États-Unis, mais si encore une fois, en tant qu'analyste du renseignement, si j'essaie de faire un changement de position, les Américains font ce qui leur semble bon. Ils ont une politique, une stratégie, ils ont des moyens. Alors, ça réussit ou ça réussit pas, mais il y a une vraie cohérence. Et quand je critique les États-Unis, en réalité, je critique beaucoup plus les pays européens et la France qui sont incapables pour eux d'avoir de la même façon une politique, une stratégie, des moyens et de s'opposer à une influence américaine qui a des très bons côtés, il faut le reconnaître, mais qui a aussi des côtés très néfastes. Et c'est la situation que vous décrivez et que nous observons en Europe depuis maintenant plusieurs décennies. Toutes les élites sont gagnées aux idéaux et au mode de pensée américain. Alors c'est le résultat de plusieurs choses. C'est le résultat de toute la guerre psychologique qui a eu lieu pendant la guerre froide, où effectivement les Américains, encore une fois, Dieu merci, contre la menace que représentait l'Union soviétique et le communisme expansionniste, ont réussi à faire pour lutter justement contre les partis communistes dans nos pays respectifs. Mais ça leur a permis de faire un travail en profondeur. C'est aussi toutes les conséquences de l'économie libérale qui a montré qu'elle était bien plus efficace que l'économie planifiée. Donc tout ça a fait en sorte que les gens ont été gagnés aux idéaux américains. Et encore une fois, c'est très positif. Et puis, il y a de plus en plus dans les élites européennes, et notamment dans les élites françaises, le sentiment que finalement, peut-être, nos pays sont tellement en déclin que la seule façon finalement de garder une forme d'influence ou de jouer un rôle dans le monde, c'est de s'aligner totalement sur la politique de Washington. Alors c'est ce que moi j'appelle France les gallo-américains, puisque au moment de la colonisation par l'Empire romain au 1er siècle avant Jésus-Christ, on parlait des gallo-romains pour tous ces Gaulois qui avaient été convertis par Rome, et d'ailleurs c'est à l'origine de ce qu'a été la France. Mais aujourd'hui on peut parler de gallo-américains, c'est des gens qui défendent plus les intérêts des États-Unis, de cette politique décidée à Washington, finalement, que les intérêts propres de la France, qui sont finalement ceux qui avaient défini le général de Gaulle, voilà, c'est l'indépendance et la souveraineté, que nous sommes totalement en perdre. Voilà, mais c'est malheureusement quelque chose que nous observons en France, mais c'est encore plus patent en Allemagne, parce que s'il y a bien un pays qui est la victime numéro 1 de ce conflit ukrainien, qui s'est littéralement couché devant Washington, il faut rappeler que le sabotage de Nord Stream 2 est quand même le plus grand acte de terrorisme industriel du XXIe siècle, même voire du XXe siècle, et que tous les éléments aujourd'hui convergent pour en faire très clairement porter la responsabilité aux Américains, malgré leur délégation et malgré les histoires abracadabrantesques qui ont été créées pour faire croire que ce sont les Ukrainiens. Et donc, en ce qui a trait au conflit ukrainien, comment peut-on envisager, imaginer la fin de ce conflit? Quel genre d'entente pourrait logiquement émerger, étant donné ce qui semble être une impasse en ce moment? Alors, je suis prudent, bien évidemment. Le principe d'analyse, c'est que nous pouvons nous tromper, mais quelques réflexions. Première réflexion, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre et la Russie ne peut pas la perdre.
C'est-à-dire que pour le voit moi seulement de solution, ou c'est un match nul, donc négociation, mais qui de toute façon ne seront sûrement pas positifs pour l'Ukraine, qui ne retrouvera pas sa situation d'avant 2022, ou bien c'est une victoire russe. Je ne parle pas de victoire éclatante, parce que la Russie n'en a ni les moyens, ni la volonté. En réalité, elle ne veut pas conquérir l'Ukraine, contrairement à ce qui nous est raconté régulièrement. Je rappelle que le 30 avril 2022, lorsque les négociations ont été interrompues, Poutine était prêt à rendre les provinces du Donbass, pas la Crimée. Voilà. Donc, plusieurs autres éléments. Un second élément, pardon, c'est que la guerre va au moins durer jusqu'aux élections présidentielles, parce que les néoconservateurs qui sont à la Maison Blanche, et je pense notamment à Jack Sullivan, le National Security Advisor de Biden, qui est quand même à l'origine et qui est un des principaux, avec Blinken, artisans de cette politique ukrainienne, il a très bien compris deux choses. Que un, il fallait surtout pas que l'Ukraine perde ce conflit avant les élections, pour que les démocrates puissent dire, ben voilà, nous avons permis à l'Ukraine de résister à ce monstre insupportable qui est la Russie. Et puis, deuxième chose, son avenir à lui, sur un plan personnel aussi, va être lié à cela. Et donc, il a presque plus intérêt à quitter le National Security Council sur un match nul que sur une véritable défaite. Après, est-ce que les choses changeront beaucoup? Très difficile à dire, parce que quand bien même Donald Trump serait élu, quand bien même il a annoncé qu'il était capable, qu'il se pensait capable de mettre fin à ce conflit en un jour ou deux ou en une semaine, d'abord on est en droit d'en douter, mais quand bien même il le ferait, et d'abord il va être élu en novembre, il va prendre ses fonctions avant début janvier. Une fois qu'il va prendre ses fonctions, il ne va pas faire bouger aussi rapidement ni la diplomatie, ni le renseignement, ni le Pentagone aussi vite qu'il le souhaite. Donc tout ça pourrait prendre plusieurs mois. Disons que la guerre d'attrition aujourd'hui, et mon troisième point, elle est très négative pour l'Ukraine. On voit l'aide occidentale qui se réduit progressivement. Il faut rappeler que Zelensky n'est plus le président légal ni légitime. C'est sur un plan démocratique tout à fait normal qu'il soit resté en fonction et que de nouvelles élections n'aient pas eu lieu. Voilà, on sait aussi bien sûr que l'enrichissement du gang qui dirige Kiev, et qui ne vaut pas mieux que la corruption qu'on découvre aussi à Moscou, est quand même quelque chose de majeur. Donc il perd de plus en plus de crédit. En interne aussi, la population commence à en avoir assez. Donc il n'y a pas d'issue favorable pour Kiev. Reste à voir, est-ce que l'issue sera très favorable ou juste équilibrée pour Moscou? C'est la grande question. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, le partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Parfait. Passons au deuxième grand conflit là, qui marque l'actualité internationale en ce moment, la guerre à Gaza, qui résulte des attaques du 7 octobre 2023 de la part du Hamas. Je rappelle les grandes lignes du conflit pour notre audience. Le 7 octobre 2023, les forces du Hamas ont lancé une attaque en sol israélien, tuant approximativement 1500 Israéliens et menant à la capture de plus de 240 otages. Certains ont été libérés, certains ont été tués depuis. Malheureusement. Un mois plus tard, les forces israéliennes commençaient leur offensive à Gaza. On estime aujourd'hui à peu près 40 000 morts, je crois, du côté gazaoui. Les conséquences de la riposte israélienne. Depuis, Israël et Iran ont échangé des frappes. Récemment, Israël, ou le Mossad plus précisément, aurait procédé à une opération assez impressionnante, disons-le, de piratage des téléavertisseurs et walkie-talkies du membre de Hezbollah au Liban, là, qui fait les manchettes toujours du même, d'ailleurs, qui aurait ciblé comme je dis, les membres directs du Hezbollah. Donc, en tant qu'expert du renseignement et ayant travaillé dans le renseignement militaire très longtemps, qu'en pensez-vous de cette opération du Mossad en premier lieu? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se répéter ou est-ce que j'ai appelé ça un cheval de Troie, là, mais peut-être que je me trompe de terme, mais est-ce qu'on pourrait penser que d'autres services de renseignement ont des dispositifs cachés, si je peux dire, de la même façon dans d'autres pays ou dans d'autres conflits ou dans d'autres contextes? Alors, déjà, ça en faisant abstraction de tout jugement moral, l'opération qui a été lancée hier et avant-hier par les services israéliens, c'est du grand art. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui a été prévu depuis plusieurs années. C'est assez magistral.
probablement qu'une partie de ses capacités ou que cette idée a existé ailleurs dans le camp occidental, non aux États-Unis, je m'en doute pas. Je peux pas le savoir si ces choses-là sont secrètes, mais généralement on sait que les compétences se suivent à quelque chose près. Mais en tout cas, c'est une opération absolument magistrale. Elle est magistrale parce que elle s'est obligatoirement entendue sur un temps assez long. Déjà, je crois qu'il faut expliquer pourquoi est-ce que les gens du Hezbollah utilisaient des pagers. Alors, c'est vraiment, on veut dire des téléavertisseurs pour employer un mot français. Pour plusieurs raisons, c'est qu'ils savaient déjà qu'ils étaient très écoutés avec leurs gros téléphones portables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu de nombreuses arrestations dans les sociétés de téléphonie et de télécommunications d'État libanaises, puisqu'elles avaient été infiltrées par Mossad, et un certain nombre d'ingénieurs ou de techniciens avaient justement donné toutes ces données en Israël pour pouvoir écouter. Donc les gens du Hezbollah ont arrêté les téléphones portables. En plus, ils sont passés donc au téléavertisseur. Pourquoi? Parce que le téléavertisseur présente l'intérêt de ne pas pouvoir être localisable. C'est-à-dire qu'avec votre GSM, vous êtes identifié, on peut faire une frappe de missile si on a localisé votre téléphone, tandis que le téléavertisseur, vous l'avez à la ceinture, vous recevez le message, mais vous n'êtes pas localisable. Deuxième avantage, c'est qu'en cas de saturation, de brouillage du réseau téléphonique, eh bien, les avertisseurs continuent à fonctionner. Nous, on a l'impression que c'est un outil du passé, mais je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Québec ou au Canada. Mais en France, nos groupes d'intervention antiterroristes comme le GIGN, de la gendarmerie, le RAID de la police, les pompiers, ont tous des téléavertisseurs. Justement parce qu'on a prévu le fait que en cas d'attentat majeur, tout le monde utiliserait son GSM, les téléphones seraient brouillés, et donc il faut pouvoir communiquer. Voilà, donc c'est la première raison. Donc mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services israéliens, et très particulièrement le Mossad, a réussi à infiltrer le Hezbollah. Il lui a donc fallu apprendre comment ils communiquaient, quel type de pager ils utilisaient, où est-ce qu'il les commandaient. Donc ça a été la première fois. Donc, et à partir de ce moment-là, ils se sont dit, et ça c'est la partie technique qui est beaucoup plus du ressort du second service, qui s'appelle l'unité 8200, qui est l'équivalent de la National Security Agency, qui s'occupe du hacking et des interceptions. Elle a commencé à réfléchir à des moyens techniques d'interception, de localisation et de sabotage, de piégeage. Donc tout ça se prépare à l'avance, ça ne se fait pas en quelques mois. Donc ils ont longuement réfléchi sur ces questions-là. La deuxième étape, c'était les interceptions. Parce que pour pouvoir faire sauter 1000, 2000, 3000 pagers en même temps, il a fallu qu'il y ait énormément de travail d'interception, identifier tous les acteurs, identifier les fréquences, identifier les moyens par lesquels de ce qu'on appelle le reconstituer l'organigramme, l'ordre de bataille du Hezbollah. Donc à ce moment-là, ils avaient déjà pas mal d'informations. Ensuite, il leur a fallu piéger les appareils, c'est-à-dire infiltrer l'entreprise qui les fabriquait. Alors, ce que l'on n'arrive pas à savoir, c'est que est-ce qu'ils ont pu bénéficier de complicité dans la société hongroise qui était la sous-traitante de l'entreprise taïwanaise qui est à l'origine des téléavertisseurs, ou est-ce qu'ils ont intercepté des lots de pagers qui ont été après transmis au Liban pour les piéger? C'est assez peu clair pour l'instant, mais vu le nombre de téléavertisseurs qui ont explosé, ça ne se fait pas en une nuit. Quand on est à 1000, 2000 ou 3000 appareils de ce genre, il faut pouvoir le faire au calme, dans des structures quasi industrielles. Il faut de nombreux techniciens pour ouvrir et tout piéger et refermer les appareils. Et je vous avoue que l'hypothèse qui, comme ça circulait, selon laquelle cette société hongroise aurait peut-être pu elle-même être une création des services israéliens, ne me paraît pas une hypothèse à écarter d'un revers de main, ce qui d'ailleurs rendrait encore cette opération plus extraordinaire. Puis la quatrième étape, c'est qu'il a bien fallu les piéger. Et donc, ce que l'on sait à peu près aujourd'hui, c'est que les appareils ont été plus dévissés, la pile aurait été remplacée qui assure l'énergie. La pile a été remplacée par une pile de taille plus petite, de l'explosif probablement du PETN. Je pense pas que ce soit du chimique, ça a été mis dans le pager. Et ce qui est intéressant, c'est que le profil chimique du PETN, si je me souviens bien, est assez proche de celui du lithium, ce qui fait que même quand on ouvre le téléavertisseur, on ne peut pas détecter qu'il y a l'explosif. J'ai même entendu dire qu'il y avait des billes dedans. J'avoue que je ne crois pas tellement à mais il faut attendre de voir. Voilà. Et le principe après, c'est d'envoyer bien sûr une impulsion électromagnétique qui fait chauffer la batterie
Et c'est le fait que la batterie chauffe qui, d'après ce que l'on sait, a fait exploser le PETN et qui a entraîné toutes les explosions que l'on a vues. Donc, vous voyez, tout ça représente un travail énorme. Et puis, il y a aussi, et je dirais, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la manière dont ont procédé les Israéliens qui est très pervers, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord envoyé un biplan qui fait que tous les destinataires, tous les possesseurs d'un pager se sont bien sûr précipités sur l'appareil, parce qu'on l'a à la ceinture, il peut être sur la table de nuit, sur le bureau, voilà. Et ont pris le pager et l'ont porté à la hauteur du visage pour lire le message. Et donc, quelques secondes après, les Israéliens ont déclenché l'explosion. Et ça explique, bon, pourquoi il y a aussi peu de morts, parce que la charge explosive n'était pas importante, mais aussi pourquoi il y a autant de blessés, dont une grande partie sont aveugles, notamment l'ambassadeur d'Iran au Liban qui était, je crois qu'il a perdu un œil. C'est tout simplement dire le message, il faut porter le téléavertisseur devant ses yeux, et on fait donc, et c'est à ce moment-là que je dirais, l'appareil explose. Alors, il y a une hypothèse qui circule et qui dit que les Israéliens ont fait ça parce qu'ils craignaient que le Hezbollah soupçonne le piège des appareils et allait les remplacer. Genre, je n'y crois pas beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas de preuves qui permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre. En revanche, l'attaque du lendemain, elle est tout à fait liée à ça. Parce qu'à partir du moment où les gens du Hezbollah se sont rendus compte que tous leurs pages étaient piégés, ils allaient obligatoirement se poser la question des walkie-talkies. Et moi, les Israéliens n'avaient de solution que de faire sauter tout et éventuellement de tuer de blesser d'autres membres du Hezbollah. Mais voilà, encore une fois, je m'abstiens de tout jugement moral. Est-ce que c'était bien ou pas bien? C'est un acte de guerre, évidemment, évident, mais en tout cas, c'est une chose assez exceptionnelle. Donc, au-delà de l'opération là, de renseignement, ou je ne sais pas si on peut dire que c'est une opération de renseignement, mais du moins c'était le Mossad, à ce que je sache, qui était responsable, grosso modo. C'est vraiment les deux services. Hein. Il faut pas oublier l'unité 8200 qui dépend du renseignement militaire Amman. Dans le renseignement israélien, si vous voulez, le plus grand service, c'est Amman. Je ne sais plus si c'est 7 ou 9 000 personnes. Dans les trois quarts sont l'unité 2200 qui fait les interceptions. Après, en taille, il y a le Shin Bet, qui est le contre-espionnage. Et le plus petit des trois services est le Mossad. Mais une opération de cette nature est entraînée obligatoirement en coopération unité 8200 Mossad et probablement une participation de la NSA, comme on l'avait vu quelques années pour le piégeage des centrifugeuses iraniennes avec le virus Stuxnet. Parfait. Bon, plusieurs craignaient une escalade pour ce qui a trait au conflit ukrainien, possiblement une escalade qui mènerait à une utilisation des armes nucléaires. Bon, depuis, je pense que les risques ont diminué, ou du moins les craintes se sont apaisées, mais maintenant on craint un embrasement du Moyen-Orient qui pourrait dépasser la région. Est-ce que vous partagez cette analyse en ce qui a trait au conflit à Gaza, l'intervention israélienne qui pourrait, comme on le voit maintenant, se propager au Liban ou au nord d'Israël et à la Syrie même, légèrement? Est-ce que pour vous, ce conflit est plus dangereux pour la stabilité internationale que l'Ukraine maintenant? Oui, indéniablement. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de risque en Ukraine, mais les deux acteurs de camp sont relativement conscients des risques qui existent, et les Américains comme les Russes veulent à tout prix éviter une guerre nucléaire. Et puis d'abord, le conflit est en train d'évoluer malheureusement très défavorablement pour les Ukrainiens. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui autour d'Israël, c'est beaucoup plus préoccupant, à la fois par la multiplicité des acteurs et surtout, force est de le constater, par l'irresponsabilité de Benjamin Netanyahou, qui est prêt à aller le plus loin possible, finalement, pour être sûr que et lui, à titre personnel, et l'État hébreu sortent, je dirais, pas dire sortir vainqueur, mais puisse sortir en ayant la garantie que l'Occident le soutiendra toujours. Là, on se retrouve dans une position, nous, en tant qu'Occidentaux, qui est absolument intenable. D'abord, l'annonce de l'existence de l'État hébreu endogène, et pour nous, pour Européens qui avons assisté à la Shoah, qui avons aidé à la création de l'État hébreu, c'est bien sûr indispensable. Je n'oublie pas que l'État hébreu a malheureusement transgressé un certain nombre de règles par rapport à ce que l'ONU a fixé en matière de frontières pour des arguments qui sont légitimes. Quand les Israéliens disent si nous avons étendu les frontières, si nous avons pris un certain nombre de terres qui n'étaient pas dans les résolutions de l'ONU de 48, c'est parce qu'on ne peut pas assurer notre sécurité. Alors je souris toujours quand j'en parle avec mes amis israéliens, je leur dis alors du coup, pourquoi critiquer les Russes si les Russes font la même chose en Ukraine? Voilà, c'est un point de vue, c'est pas un point de vue, c'est une boutade, mais c'est une réalité, essayant d'appliquer les mêmes règles.
Maintenant, effectivement, il y a eu des attentats du 7 octobre qui sont absolument horribles. Le Hamas est un mouvement terroriste, pardon, le Hamas dispose d'une branche terroriste, qui sont les brigades Azini et Al-Aqsa, qui sont des terroristes de la pire espèce. Le Hamas est un mouvement islamiste qui ne correspond pas à nos valeurs occidentales et contre lesquelles nous devons lutter, mais la population palestinienne, c'est autre chose. Donc, les horreurs du 7 octobre que je dénonce une nouvelle fois, finalement, ne doivent justifier en rien les massacres, voire l'épuration ethnique qui a lieu depuis maintenant plus de 6 mois. Et je trouve ça d'autant plus scandaleux que Israël est une démocratie. Nos amis israéliens ont connu par leurs parents, leurs grands-parents les atrocités de la Shoah, et qu'ils se livrent à leur tour à des actions de cette nature me scandalise au plus haut degré, parce que ce n'est plus la loi du talion. C'est-à-dire que le rapport de victime est de 1 à 20. Pour une victime des attentats du 7 octobre, encore une fois, qui sont des attentats absolument scandaleux, les Israéliens font 20 tués en France, avec une grande proportion d'innocents. Et certaines sources disent que les chiffres vont encore plus loin. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est très choquant. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène de plus en plus des critiques de la part des pays occidentaux. Généralement pas des gouvernements, puisque les gouvernements continuent à soutenir Israël, mais l'opinion publique un peu partout commence vraiment à en avoir assez. Et on le voit notamment aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de manifestations sur les campus. Et qu'est-ce qui se passe en Israël? Benjamin Netanyahou, c'est 2 choses. Un, que si la guerre s'arrêtait demain et que son mandat s'arrête, il serait poursuivi en justice pour toute une série de raisons liées à la corruption, à sa tentative de réformer le système judiciaire. Il faut rappeler que toute l'année dernière, et même depuis un peu plus de 18 mois, il y a eu des manifestations massives contre lui, des défilés terribles pour demander son départ. Un certain nombre d'officiers, des armées, des services de renseignement disaient avant le 7 octobre, nous refusons de nous battre pour un régime aussi pourri. Donc, il y avait vraiment à la fois de vrais commandements démocratiques, mais de vraies fractures profondes au sein de la société israélienne. Et depuis qu'il a lancé cette offensive, il pense bien sûr qu'il fallait d'une façon ou d'une autre, c'était indispensable de réagir contre le Hamas et d'éliminer les terroristes qui étaient à l'origine de des massacres du 7 octobre, mais ça favorisait aussi la situation personnelle de Netanyahou. Et vu que l'opération, en réalité, est loin d'être un succès, parce que depuis 7 mois, après avoir mis Gaza à feu et à sang, aujourd'hui, le Hamas n'est pas mort. Et à chaque fois que les Israéliens font des victimes, ils créent 3 ou 4 pour les 20 ou 30 50 ans qui viennent. Donc ça, les Israéliens s'en rendent compte. Ils se rendent compte que cette guerre d'attrition, finalement, c'est pas encore une guerre d'attrition, mais cette guerre a pour eux des effets d'attrition qui ne sont pas positifs. Et voyant l'évolution des Occidentaux, des opinions occidentales, qui leur est de plus en plus défavorable, voyant que un certain nombre de pays commencent à dire nous allons limiter nos livraisons d'armes à Israël, eh bien, il y a une sorte de montée aux extrêmes. Netanyahou se dit la seule façon pour nous de retrouver un soutien de la part des Occidentaux, c'est de faire en sorte que les ennemis d'Israël nous agressent, que la survie de l'État hébreu soit menacée de la façon la plus extrême, et à ce moment-là, tout l'Occident reviendra nous aider. Et moi, je mets très clairement l'opération qui a eu lieu ces derniers jours contre le Hezbollah comme une tentative de provocation des Israéliens, encore une fois, de Netanyahou, et qui espère probablement qu'il va y avoir une rétorsion et des frappes et une riposte violente du Hezbollah, ce qui lui permettra de justifier les opérations militaires contre le mouvement chiite libanais, parce que ils sont pour l'instant plutôt préoccupés de ne pas apparaître comme des agresseurs, et ils voudraient bien sûr plutôt apparaître comme des victimes et riposter pour aller taper sur le sud Liban. Mais malheureusement, finalement, cet État israélien que nous soutenons, qui est proche de nous par bien des points, est aujourd'hui dans une dérive absolument critiquable et extrêmement dangereuse sous la houlette de son Premier ministre. Et finalement, cet homme est de plus en plus incontrôlable et pourrait finalement entraîner tout le Moyen-Orient dans un conflit majeur, et notamment pourrait entraîner les Américains qui sont très embêtés. Et encore une fois, on en revient à la stratégie américaine. Ils soutiennent des États qui finalement pourraient les entraîner dans la guerre, aussi bien en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Donc, ce sont des mauvais choix de leur part. Donc, leur stratégie me semble particulièrement critiquable. Oui, si la logique israélienne est de toujours aller plus loin dans l'escalade, on se pose la question à quel moment est-ce que, disons, les stratèges israéliens et Netanyahou en particulier décident c'est assez maintenant, on désescalade le conflit. Qu'est-ce qui ferait justement qu'il pourrait y avoir un inversement de cette logique du côté israélien? Je ne le vois pas aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup d'opposants à cela. Hein. Il y a toujours des manifestations contre Netanyahou. Il y a toujours des membres, d'abord, de
de Tsahal, des services de renseignement, de la diplomatie qui ne sont pas d'accord avec cela. On voit d'ailleurs le départ d'un certain nombre de membres d'Israéliens qui reviennent en Europe parce qu'ils considèrent que leur État est très menacé. D'autres, des communautés juives expatriées qui retournent là-bas parce qu'ils sont plutôt, comment dire, radicaux ou proches de l'extrême droite israélienne et qui retournent se battre. Donc, il y a vraiment une crise profonde dans la, comment dire, dans la démocratie aujourd'hui. Mais je ne vois personne capable de remettre en cause le leadership de Netanyahou. Même Yoav Gallant, son ministre de la Défense, avec lequel on sait que les relations ne sont pas bonnes, qui est un homme plus mesuré, en tant que ministre de la Défense, il est bien obligé de continuer de conduire les opérations, mais il le fait en partie à son corps défendant. Et puis, on a aussi des illuminés, des excessifs, comme le ministre Ben-Gvir, qui est allé sur les soldats des mosquées faire de la provocation, qui a donné encore il y a une semaine qu'une opération soit déclenchée contre le Hezbollah. Donc, ce pays, je dirais, est un mélange explosif qui, pour l'instant, n'a pas, je dirais, c'est comme la nitroglycérine, tant que les deux ne se sont pas mélangés, ça n'explose pas, mais nous sommes proches. Et je voudrais ajouter un point, et c'est un point qui me fait plaisir, vous comprendrez, mais aujourd'hui au Moyen-Orient et d'une autre façon en Ukraine, on voit que ce sont les États que nous qualifions dans le monde occidental d'États voyous qui finalement font preuve de pondération. Si on analyse la manière dont les Iraniens ont riposté aux frappes israéliennes contre le consulat de Damas, qui est quand même là aussi un acte qui est totalement contraire au droit international. Imaginons que ce soit les Iraniens qui aient touché un consulat israélien quelque part dans le monde, ça aurait fait un tollé incroyable. Or là, le fait que ce soit un consulat iranien qui soit touché par des Israéliens, quasiment personne n'a rien. Les Iraniens ont prévenu 48 heures avant de lancer leur frappe de missiles et de drones, toute une série de contacts, mais aussi de sites de navigation internationale, comme quoi il y allait y avoir quelque chose. Donc, ils ont tout fait finalement pour minimiser l'impact de leur frappe. C'est-à-dire qu'ils ont réagi pour sauver la face d'une certaine manière, mais surtout pour ne pas envenimer le conflit. De la même manière, le Hezbollah, qui a réagi il y a une dizaine de jours en relançant des frappes contre Israël, avait téléphoné à tous ses contacts en Syrie, en Iran ou autre, en sachant que ses communications seraient interceptées, là aussi pour passer un signal. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces gens-là partagent nos valeurs, mais on sent qu'il y a une volonté de contrôler le aux extrêmes. Et finalement, ce qui ressort de cela, quand nous discutons avec les deux parties, nous avons des contacts aussi bien en Israël qu'en Iran, les Iraniens nous disaient il y a quelque temps, nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas tomber dans le piège que nous tend Netanyahou et les néoconservateurs américains. Donc ils ont compris que finalement, c'est à mon sens comme la guerre en Ukraine, on a créé les conditions pour que la Russie envahisse l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on l'a piégé. Eh bien, ils essaient de faire la même chose avec l'Iran. Ils font tout pour pousser le Hezbollah ou l'Iran à déclencher une offensive contre Israël pour qu'après, légitimement, Américains et Israéliens puissent aller taper sur l'Iran. Encore une fois, c'est ce que nous observons, c'est ce que nous sentons. Je mangerai mon chapeau si nous nous trompons, mais voilà, c'est en train de prendre cette direction-là, et les attaques par les pagers et par les émetteurs-récepteurs de ces derniers jours, les Israéliens, à mon sens, ont cette valeur-là. La question qui va se poser, c'est si d'ici 2 ou 3 jours, le Hezbollah n'a pas réagi, que va faire Israël? Est-ce qu'ils vont prendre l'initiative de déclencher une frappe? Parce que il leur faut profiter de cet état de désorganisation du Hezbollah très rapidement. Quand on lance une opération de cette nature-là, on a désorganisé le mouvement adverse. C'est-à-dire qu'il faut lancer des frappes et une offensive tout de suite après. Si on attend un mois, on peut dire que l'opération n'aura pas servi à grand-chose. Dernière grande confrontation, si je peux dire, sur l'échiquier mondial, peut-être la plus importante, l'affrontement Chine-États-Unis qui se dessine de plus en plus. Les relations entre ces deux pays semblent s'envenimer, alors qu'une confrontation commerciale est déjà en place depuis un certain temps, et que la Chine appuie officieusement la Russie dans son conflit avec l'Ukraine. Depuis, la Chine ne cache pas ses ambitions révisionnistes régionales et mondiales, même, on pourrait dire, et son désir de supplanter les États-Unis comme hégémon du 21e siècle. Est-ce que l'affrontement militaire est inévitable à terme entre les États-Unis et la Chine, à votre avis? Non, j'en suis pas sûr, et je ne suis pas sûr que les Chinois rêvent de devenir l'hégémon mondial. Moi qui ai beaucoup travaillé en Asie, je ne suis pas convaincu de son culture, qu'ils veulent être reconnus comme une puissance majeure avec, je dirais, des relations de suzeraineté ou de souveraineté, de vassalité, pardon. Leurs pays voisins, c'est indéniable, ça a toujours été ce qu'ont fait les empires chinois successifs. Qu'ils soient reconnus comme un acteur majeur au niveau international par le reste du monde me semble aussi quelque chose qui est évident chez eux, mais de dire qu'ils veulent devenir l'hégémon mondial, je ne crois
Voilà, je ne crois pas qu'ils aient ça à l'esprit. Bon, maintenant, l'autre aspect sur la montée en puissance des tensions, évidemment, il y a toute une série de théâtres. C'est le théâtre de la mer de Chine méridionale, où là, la position chinoise est tout à fait inacceptable, puisqu'elle revendique la totalité des îlots de la mer de Chine et d'ailleurs une mer territoriale. Et au regard du droit de la mer, de l'histoire, il n'y a aucune indication sur le sujet. J'ai d'ailleurs fait un livre il y a de nombreuses années sur ce thème que j'ai suivi quand j'étais officier d'enseignement. Il y a ensuite la question de Taïwan, et puis il y a ensuite la question aussi de la Corée du Nord, parce que c'est aujourd'hui avec la Corée du Nord que beaucoup de tensions ont lieu. Euh, alors, sur la Taïwan, nous sommes, nous, occidentaux, dans une situation très paradoxale, et les Américains en premier lieu. Nous avons tous reconnu que Taïwan faisait partie de la Chine. Alors, aujourd'hui, vouloir dire que nous aiderons Taïwan, ils déclencheront, les Américains disent qu'ils déclencheront une guerre au cas où Taïwan soit envahi, ça me paraît totalement contradictoire. Il aurait fallu, à partir de 1949, considérer que Taïwan était un État indépendant, mais même le général de Gaulle l'a reconnu en son temps. Donc, nous sommes un peu pieds et poings par rapport à ce que diplomatiquement, quasiment tous les pays occidentaux, si la mémoire est bonne, ont reconnu l'appartenance de Taïwan à la Chine. Voilà, alors, donner les moyens à Taïwan de se défendre me semble la moindre des choses, mais aller jusqu'à déclencher une guerre mondiale pour ça me semblerait totalement délirant. Et bien sûr, c'est tout à fait injuste pour nos amis taïwanais, mais là, il y a quand même quelque chose de très important à respecter pour la paix mondiale. Maintenant, je pense qu'il y a une deuxième raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de conflit, en tout cas à court terme, entre la Chine et les États-Unis, c'est que leurs deux économies sont totalement imbriquées. Et là, ce serait vraiment scier la branche sur laquelle ils sont l'un et l'autre assis, d'autant que l'économie américaine, on le sait, totalement endettée, surendettée, que la dédollarisation se prépare, mais très lentement, mais elle va commencer à avoir lieu. De l'autre côté, on voit bien que la Chine a des problèmes démographiques, que son économie aussi va commencer à stagner. Très honnêtement, je dirais, c'est aussi ce qui fait la différence des relations sino-américaines par rapport aux relations russo-américaines, c'est qu'il n'y a pas du tout d'imbrication entre la Russie et les États-Unis au niveau économique. En tout cas, elle est très très loin d'être au même point que ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Et c'est à mon sens un autre facteur qui devrait amener à peut-être une guerre froide, mais en tout cas pas à une guerre chaude. Est-ce que vous entrevoyez la fin de l'hégémonie américaine au 21e siècle? Écoutez, je pense qu'elle est dessinée. Je vois même plus largement une forme de déclin de l'Occident global, mais aussi de l'Europe et de chacun des pays européens dans lesquels nous vivons. Nous mesurons à la fois parce qu'en termes de démographie, population, nous représentons de plus en plus une minorité à la surface du globe. En matière d'influence et de moyens économiques, financiers, nous représentons aussi des économies qui sont en chute libre. Si je mets de côté l'économie américaine, l'économie européenne dans son ensemble, mais malgré tout, la montée en puissance des BRICS aujourd'hui fait que ils occupent dans l'économie mondiale une place équivalente ou supérieure à l'économie occidentale. Puis je ne suis pas marxiste, évidemment, vous l'avez compris, mais d'une certaine manière, c'est le sens de l'histoire. Tous les empires finissent. Et, malheureusement, il y a une inversion des forces qui se dessinent, qui va peut-être mettre 30, 50 ans à arriver, comme la dédollarisation qui verra le jour tôt ou tard, mais qui ne va pas être immédiate. Et au lieu de nous réduire, de nous radicaliser, comme le font les Américains en essayant de jouer toujours des muscles pour imposer leur hégémonie, il faudrait tout au contraire préparer cet rééquilibrage des relations internationales avec les BRICS en commençant à négocier pour conserver un rôle et jouer un rôle majeur, mais pas du tout en faisant de manière violente comme malheureusement les Américains le font. Et non seulement je crois que l'hégémonie américaine va commencer à se lire, je pense je la souhaite parce qu'elle sera bénéfique pour la paix dans le monde et pour beaucoup de gens. En conclusion, êtes-vous optimiste ou pessimiste en ce qui a trait à l'avenir immédiat, les 10 ou 20 prochaines années? Pour l'Europe, la France en particulier, mais pour le monde entier aussi. Je suis fondamentalement optimiste par tempérament et je pense à moyen ou long terme. Mais effectivement, il y a des raisons d'être très préoccupé et pessimiste à court terme. C'est-à-dire que nous allons passer quelques temps, voire quelques années, je pense dans les 2 ans qui viennent, qui sont extrêmement dangereuses et délicates et qui pourraient faire craindre le pire. Je crois notamment que l'année prochaine va être quelque chose de majeur à partir des élections américaines. Je veux dire, le dernier trimestre 2024 et le premier semestre 2025 risquent d'être des périodes tout à fait importantes où les choses pourraient basculer d'un côté ou de l'autre. Éric Denessé, merci beaucoup.